Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan là? Qu'est-ce qu'il... Non mais c'est pas vrai, j'en ai marre des musiciens là. Oh les gars, stop! Non mais il est 5 h du matin en fait. Et il y a un moment, on tourne demain, et c'est super sympa d'être là et de faire de la musique et tout, mais il est 5 h, il faut que je dorme, donc vous rangez ça, et on verra ça demain. Franchement, la série The Witcher sur les costumes, on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. J'ai donc réuni 11 courageux avec moi pour expérimenter des tenues plus crédibles et plus cohérentes. Ils vont vous faire découvrir à travers leurs yeux que l'histoire est la meilleure source d'inspiration pour le cinéma et que la réalité a souvent bien plus d'imagination que ne peuvent en avoir nos rêves. Bienvenue dans le projet Nilfgaard. Ce nouvel épisode du projet Nilfgaard sort presque un an après le précédent, consacré aux archers. Malheureusement, la crise sanitaire m'empêche pour le moment de tourner les 2 épisodes restants, mais il me restait celui-là sous le coude qu'il était bien temps de relâcher. Je vous colle en armure. Vous avez... J'ai l'impression de commencer un jeu télévisé. Tout ça. En fait, vous avez... Est-ce que c'est pas un peu le principe ouais, c'est ça. Vous avez tous les deux ensembles un peu particuliers, puisque toi tu en as 2 en fait. C'est un ensemble évolutif avec le soldat idéal de la série, enfin le soldat de base de la série, mais en bien, et puis l'évolution vers un soldat un peu plus idéal, un peu plus équipé. À mon image, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Et donc toi tu as le costume le plus lourd de tout le projet. Et ça va être... ok. Hubert de Metallicois incarnera 2 costumes. D'abord un soldat de base, en reprenant le design de ceux de la série, mais avec des pièces cohérentes et portées correctement. Son deuxième costume, ce sera une version de soldat de base, mais bien mieux équipé. François Thorel, le fossoyeur de film, portera la tenue du soldat de choc, une invention de guerrier bien lourd, bien agressif, avec un ensemble qui sera tout aussi lourd. Ce sera l'occasion de parler un peu plus d'une question essentielle et qui vous perturbe beaucoup, combien ça coûte tout ça? La première question que les gens se posent généralement, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi rond? Et c'est pour une raison très simple aussi, c'est que... C'est pratique Talia, non? C'est pour une raison très simple, ça va, ça te gêne pas là? Non, ça va. Ici. C'est pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, plus ta cuirasse elle est arrondie, et plus elle va dévier les coups. Et si elle était plate, bah en fait tu prendrais, voilà, les coups seraient moins déviés, et donc elle serait moins efficace. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très arrondi et que ça te donne l'air un peu besonnant, effectivement. C'est la trentaine ça. Alors je pourrais évoquer aussi les nouvelles armures Nilfgaardiennes de la saison 2 de la série, puisqu'elle est sortie. À mon sens, elles sont presque aussi ratées que celles de la saison 1, mais j'en parlerai plus longuement dans la 2e vidéo consacrée à ces costumes et qui sortira juste après celle-ci. Pour compléter le set de la série, là c'est à peu près classe ce que tu portes. Je trouve que c'est même plutôt classe, écoutez, on peut quand même le dire, hein, celle-là. Et déjà, voilà, c'est un soldat de la série qui retire avec... Parce que vraiment j'ai pris les mêmes choses. C'est des spalières, ils en ont dans la série, c'est le plastron, ils en ont dans la série, les canons d'avant-bras, les gants, vraiment c'est la même chose mais adapté. Un soldat de la série qui retirerait son casque pour, je sais pas, n'importe quoi, dire oh là là, nous sommes attaqués. Je fais vachement bien le soldat de merde, tu sais. Oh là là, nous sommes attaqués, c'est nul. Comme des villageois. Sire. Et il aurait la classe. Voilà. Le problème c'est que dans la série, ils leur ont mis J'aurais encore plus la classe si j'avais les cheveux détachés, si je peux te permettre. Bah, attachez vos cheveux. Là, je peux pas. Ah si. Et dans la série, ils leur ont mis des capuches, en fait. Vraiment des espèces de capuches un peu moulantes, noires, moches. Et donc du coup, c'était... Enfin, tout de suite, ça rend ridicule. Donc nous, pour remplacer ça, nous avons... Je suis tellement content qu'on soit à l'intérieur. Un chaperon. Reprenons un peu ce projet avec justement le soldat de base et parlons finances. En Europe, lorsqu'on a besoin de beaucoup de costumes, on fait faire des devis par des costumiers un peu partout. En France, l'ensemble pour un soldat nilfgaardien de la saison 1, sans casque et sans armes, il a été budgétisé aux alentours de 5000 €. Le prix vous semble exorbitant, c'est parce qu'il l'est. Et donc c'est des genres de... Ouais, c'est des machettes. C'est des machettes avec des pointes, qui sont à la base des outils de boucher. Et donc ça fonctionne très bien pour toi,
Et on se retrouve du coup avec le même type de soldat que dans la série, avec le même type d'armes, avec le même type d'équipement, mais historiquement cohérent. Voilà. De quel côté on tape? Celui-là. Plus je suis dedans, plus je m'habitue. Hein. Ouais. Ah ouais, Tu l'appropries, c'est ça. exactement. On est pas mal. L'arme elle est pas très lourde. Ouais. En vrai. Le prix est exorbitant, pourquoi? Parce que c'est du sur-mesure, de la création spécialement faite pour la série. Donc forcément, cela demande du travail d'artisan costumier spécialisé, et ça coûte cher. Mais là encore, on arrive sur un autre pourquoi. Pourquoi vouloir faire obligatoirement du sur-mesure au design médiocre pour un costume de soldat basique, humain, à tendance médiévale? On retombe sur le sujet des épisodes précédents, parce que les responsables de ces costumes n'y connaissent absolument rien. Et comme dans tous les métiers, si on demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne connaît pas, il va faire n'importe quoi comme ça l'inspire, et ça va coûter très cher. En réalité, aujourd'hui l'industrie de production de matériel historique ou d'inspiration historique et de fantasy, eh bien cette industrie elle se porte très bien. Il y a de plus en plus de pratiquants de reconstitution historique, de combats inspirés de l'histoire, de jeux de rôle grandeur nature. Et qui dit beaucoup de demandes, dit beaucoup de production, et à tous les prix. Sans exagérer, il doit exister à des prix accessibles plusieurs dizaines de modèles de cuirasses différentes sur le marché, peut-être plus d'une centaine, que l'on peut ensuite facilement peindre, patiner, déguiser, accessoiriser comme on veut. Pas besoin de faire du sur-mesure hors de prix pour un figurant de base. Ouais, merci beaucoup. J'avais du mal à expliquer ce que Le réflexe qu'on a, le problème c'est que le gorgeron il prend comme ça, donc le réflexe qu'on a tous c'est de lever la tête. Et du coup en fait il faut que ce soit baissé pour que les deux se complètent. Franchement visuellement c'est pas fou. Alors je parlais de hors de prix, mais en fait ces armures de la série n'ont finalement pas été faites en France, mais dans les pays de l'Est, qui proposaient évidemment un prix très inférieur au devis des artisans français. De l'avis de spécialistes, ça a coûté au moins un tiers de moins, si ce n'est la moitié. On tombe donc sur 2500 €, sans casque et sans armes. En reprenant purement le design du soldat de base de la série avec des pièces cohérentes, main d'œuvre comprise, je suis arrivé à 1000 €, casque et armes compris. Et ça, c'est sans compter le hors-taxe quand on commande en tant que société, et les prix de gros puisque je n'avais qu'un soldat, mais disons 1000 € et je me mets bien. Voilà. L'expertise de quelqu'un qui connaît ce genre de costume, ce n'est pas seulement un visuel et des possibilités de tournage décuplées, c'est aussi d'énormes économies, tout simplement. Alors pour l'amusement, j'ai fait également une version de soldat lourd, avec à peine 200 € de plus. Même si je reconnais moi-même que cela commence à faire trop pour un effet qui n'est pas incroyable, c'était plutôt pour l'exercice. Au final, nous nous sommes rendus compte en testant que le costume idéal, c'était un mélange du soldat de la série et du soldat lourd. Bon Hubert, si tu dois résumer en un mot jusque-là, comment tu te sens par rapport à cet attirail? Rassuré. Rassuré. Non, en vrai rassuré, parce qu'elle dit ouais machin, le soldat pourri, je sais pas quoi, moi je voyais le truc qui me faisait du bide et tout, et en vrai ça va. Ouais. C'est pas pire. T'as l'habitude d'avoir du vide, quoi. En même temps, tu as une certaine allure. Moi je me serais battu. Je le dis souvent, ça ne coûte pas plus cher de bien faire. Et en fait au cinéma, et c'est même le contraire. Deuxième personnage pour ce projet, c'est probablement celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, le soldat de choc. L'ambition était là de faire un soldat super lourd, bien protégé, déshumanisé, capable de prendre d'assaut n'importe quel retranchement et de tout cartonner sur son passage. C'est visuel, ça marque les esprits, ça fait de l'action qui crève l'écran. Ça va? Oui oui. Non, ça va. Ok. Ça me régale cette musique, hein. Vraiment c'est... Oh, j'ai l'impression de faire un truc hyper... même à la guitare ça fonctionne. Je suis vraiment hypé par la musique. Attends, je vais jouer autre chose, calme. Ah non, mais tu pouvais continuer en fait. Hein. Ça me plaît. C'est la Nossier. Manestrel. Ah Et bien même avec ce personnage bardé de protection, je n'ai pas réussi à atteindre les chiffres des ensembles de base de la série. Avec un bémol toutefois, plus le costume est lourd, plus il devient compliqué de le rendre pratique pour un figurant qui n'a pas l'habitude.
Ce personnage-ci était une forme de clin d'œil au Béour, la pratique moderne de free fight en armure inspirée du Moyen-Âge. Les combattants y sont très armurés, très impressionnants parce que leur équipement est conçu pour être très protecteur et épais, ce qui permet une certaine violence visuelle et beaucoup de spectacle. Mais il faut avoir l'habitude de cet équipement, l'habitude de le porter et l'habitude de s'en servir. C'est la version médiévale du masque. C'est pas dans l'axe. C'est pas dans l'axe. Profites-en. Mais non, son front, voyons. Oh mais bien sûr, oui. Et là, il n'y a plus de visage, juste un truc blanc. My face, my face. Tu te retrouves face à un mec comme ça qui fait de l'ordre de 2 mètres sur un champ de bataille avec un casque un peu qui fait peur. Hein. C'est dans le bouquin, le peinture comme ça? Non. Non? C'est dans ma tête. D'accord. Ok. Non, tu vas avoir plus de mobilité. Malheureusement, c'était pas le cas ici du pauvre François Terrel, qui a dû supporter un habillage éprouvant en plein été et des pièces qui se combinaient mal, donc beaucoup de tâtonnements de ma part. Car oui, c'est un autre défi du projet, je n'ai pas les porteurs et porteuses sous la main avant le jour du tournage. Donc je me repose entièrement sur mon expérience, mon expertise et ma capacité à m'adapter. Parfois cela prend un peu de temps, d'autant plus que si un costume en tissu peut facilement s'adapter, une pièce d'armure a une taille unique et il est très dur de tricher. Tapez, maintenant, tapez. Ça fonctionne ou pas cette histoire là? Ça fonctionne. Ça fonctionne. On a chié, mais c'est tout petit. Ouais. Le petit apport de couleur de style, il est pas C'est stylé. Le résultat de ces ensembles n'est pas si mal, bien que perfectible à mon goût, et encore une fois il manque évidemment toute la mise en lumière des productions audiovisuelles de cinéma ou de séries pour renforcer l'effet de base de ces équipements bruts. Mais chacun de ces 3 costumes a coûté moins cher que ceux des soldats de la saison 1 de The Witcher. Le costume de François était un peu lourd pour qui n'a pas l'habitude, et dans un vrai contexte de production cinéma, je l'aurais adapté un peu différemment. Il a toutefois tenu à savoir s'il pouvait faire des pompes avec, et combien. Du coup, réponse en image, avec un peu de détente ensuite pour se remettre de l'effort. Ah ouais, si tu veux faire des galipettes ou des pompiers en armure, on en a déjà fait. Il a fini à 3 jours. C'est pas mal. Ouais, c'est 3. Ouais. Alors pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui va pouvoir battre leur corps, c'est toi. Hein. Et... C'est pas sur moi qu'ils vont raconter en tout cas. C'était un peu chaud, je pense. Vous avez bien traversé cette journée Littéralement chaud. Littéralement chaud. Donc maintenant, le réconfort. Je vous ai prévu une activité Physique. qui vous permette de sortir des armures parce que voilà, on aurait pu les faire avec, mais je me suis dit on va leur épargner ça. Donc on va couper des trucs avec un sabre. Oh, Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les épées ça coupe très fort. Et pour vous faire ressentir un petit peu cet effet, ça coupe très fort. Nous avons juste ici derrière nous un chou. On applaudit le chou s'il vous plaît. Comment il s'appelle Robert. Ne donne pas un nom parce que ça va. Tu vois, il va y avoir un petit pincement à l'âme quand on Là, t'étais un peu trop bas. Bon. Tu sais, ça me semble incroyable. On a tendance à vouloir taper fort. Ouais, en fait, il n'y a pas besoin de taper fort. C'est vraiment de raser le chou. Je serai le chou, je deviens le chou. Je suis Robert. Tu peux y aller. Robert le chou. Oh, c'est bien ou pas? Ok, c'est parti. C'est mieux. C'est mieux. Oh, t'es pas si mal, hein. T'as pas fini le geste jusqu'au bout, tu vois, il s'est... Mais on t'est pas si mal. Le devant. Ouais. Putain. Beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît. Oh, c'est propre. C'est beau. Ok. Allez, c'est propre ça.
Pas la prochaine. Allez, la prochaine, ça va. La vache. Allez. T'es pas obligé d'aller trop vite. Ouais, parce que si tu vas trop vite, là, tu peux y aller doucement, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Allô les urgences? Je pense que ta mère sera contente. Tu vas retrouver dans tes outils. Putain. C'était une découpe à la julienne. Exactement. Yeah. Ouais, c'est plutôt satisfaisant, je dois reconnaître. Faire une petite ou... Comme tu Ah veux. oui. Non, mais moi je suis pour une petite Non. ou... Il a le sabre prêt à partir. Doucement, t'es pas obligé d'aller aussi vite, c'est ça qui est cool. Et voilà. On voit que la blessure est terrifiante. Vraiment, regardez, la blessure est incroyable. Et là, pour le coup, vraiment, c'est une arme meurtrière. Ce guerrier est très meurtrier. On arrive à quelque chose d'incroyable. En 25 ans d'urgence, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Messieurs, je vais vous dire, la journée se termine. C'était une journée assez longue parce que vous aviez des costumes qui étaient pas forcément super évidents à ajuster. Du coup, heureusement que Jean-Yves était là pour nous aider aujourd'hui et qu'on était à l'atelier parce que du coup ça nous faisait du stock. Donc on a fait beaucoup d'ajustements. C'est aussi une des difficultés du métier de costumier, et surtout sur des pièces d'armure que finalement on peut pas découdre un machin, recoudre un bidule. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça ne fonctionne pas. On peut à peine les tordre un petit peu, mais ça s'arrête là. Donc vraiment la journée a été un peu éprouvante. Donc moi j'ai envie de vous demander en premier, vous qui avez vécu ça, qui avez eu ces émotions, qui avez eu cette expérience, comment est-ce que vous décririez ça, chacun de votre côté, parce qu'il y a des costumes différents, comment est-ce que vous décririez ça finalement aux viewers qui viennent de voir ces images et qui n'ont peut-être jamais mis une armure de leur vie ou qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, comment est-ce que vous auriez envie de leur décrire ces sensations? C'est surprenant et il y a certains aspects sur lesquels c'est surprenant et il y a certains autres sur lesquels je m'attendais complètement à ce que ce soit comme ça, genre la perte de mobilité par exemple, due à l'armure. La perte de visibilité du casque aussi, je pensais pas que ce serait à ce point là, mais c'est chaud. Ouais, franchement, moi j'avais des barres là et puis en fait je vois rien à partir d'ici quoi, donc c'est un peu galère. Et sinon dans les trucs auxquels je m'attendais moins, c'est que quand même je suis pas non plus complètement engoncé dans une armure à pas pouvoir bouger. Enfin la mienne était assez légère, j'avais pas trop ce problème là, mais ouais c'était les armes aussi qui étaient un peu déstabilisantes. Parce que, genre, notamment la grande lance, je sais plus comment ça s'appelle. Une guisarme qui était assez galère à manœuvrer. Ouais, quand on n'a pas l'habitude, c'est. Et puis en intérieur, machin, voilà, quoi. Sur un champ de bataille, ça doit être un peu différent, mais j'ai eu moins de mal, j'ai l'impression, sur la deuxième partie de la journée. Ouais, mais alors que pourtant, j'étais déjà fatigué, quoi. Ouais, mais ton corps s'habitue, du coup. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie appropriation. Et ça, c'est vraiment, je pense, un truc qui a été très marquant avec toi aujourd'hui. C'est l'appropriation du costume. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es vraiment pris au jeu et t'as commencé à faire des photos drôles, t'as commencé à faire des trucs, vraiment des trucs fun parce que tu t'as intégré le fait que ce costume tu pouvais faire ça avec, tu pouvais pas faire ça et que du coup tu pouvais faire plein de choses et t'as commencé à faire plein de choses et je trouve ça assez intéressant. Chaque fois t'as une couche de plus qui vient s'ajouter et en plus t'es vraiment sur un type d'accoutrement que tu peux pas enlever. Oh putain j'arrive plus à respirer, je vais l'enlever. La côte de maille ça se pose là. Donc à partir du moment où vous m'avez mis la côte de maille, là j'ai fait ah putain ok. C'est comme ça que ça va se passer. Ok. Et là tu commences à dire bon je suis pas particulièrement claustrophobe mais la petite truc de claustrophobie quand même ça commence à arriver. Et à chaque couche supplémentaire c'était en mode ok, tu commences vraiment à être à l'écoute de ton corps, à te poser, au bout d'un moment juste t'asseoir. Au début vraiment quand j'ai eu la première fois le home, le casque pardon, là j'ai eu un petit moment de c'est ça. Je vais devoir juste, je me retire en moi-même un instant, je me travaille sur la respiration et à partir du moment où j'étais vraiment, tout l'ensemble était sur moi, je déconnais plus, j'étais plus trop dans la communication non plus. Mais c'est parce que vraiment tu deviens méga à l'écoute de ton corps, de ta respiration dans le casque et de tout ça. Et juste ta température corporelle qui part en flèche. Effectivement après on t'enlève l'armure et tu voles. Dans un grand flap, tu t'envoles quelque part. Moi ça fait 15 ans que je fais ça, donc au final le fait d'avoir un casque ici, moi, ça me fait rien du tout. Par contre je me suis rendu compte, j'avais des copains qui mettaient des cottes de maille et qui se sentaient mal parce que la cotte de maille fatalement imprime un poids partout. Comme si tu étais sous pression, littéralement sous pression. Et c'est ce que tu disais, la sensation est plutôt bonne, où tu t'es obligé de te retrouver toi-même, de te dire ok en fait dans quel contexte je suis, et t'es littéralement enfermé à l'intérieur de toi-même. C'est ça. Et c'est une sensation qui est très particulière, mais avec laquelle tu apprends beaucoup à jouer aussi.
C'est vraiment le gros paradoxe. Ouais. Parce que quand tu te bats, un péché comme ça, et c'est une violence rare, mais à la fois tu dois avoir ce self-control, ce retour sur toi, sur cette introspection. C'est ça. Et c'est complètement aux extrêmes opposés. J'étais plutôt à l'aise dedans, franchement. J'aurais pu tenter de faire des pompes aussi. Mais je pense que j'en aurais sûrement fait moins que François, et comme le costume est beaucoup moins lourd, j'aurais été totalement ridicule. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, quand tu fais ça, toutes les contingences qui arrivent pour faire une armure de cinéma ou une armure de série, à quel point ils sont obligés de prendre des libertés, à quel point tu peux pas faire ça, effectivement. Bon, moi c'est un exemple extrême, mais... Le problème c'est qu'ils prennent justement... En fait, ils utilisent cette excuse-là pour prendre trop de liberté. Et du coup on arrive à l'excès inverse où l'armure n'a rien à voir avec une vraie armure et du coup le comédien est obligé de jouer sa propre armure avant de jouer son personnage. Ce qui est un problème parce qu'en réalité il pourrait lui mettre une armure qui soit allégée mais qui fonctionne quand même. Enfin typiquement jouer en cotte de maille ce serait pas un souci. On met juste la cotte de maille, on te la sangle, en réalité ce serait facile à porter. Mais moi je sais que des cottes de maille j'en ai porté pendant des heures et des heures sans aucun problème, j'ai dormi avec, ça va, une fois que tu te l'es approprié ça va. Mais comment tu veux faire jouer à un comédien une cotte de maille qu'il n'a jamais portée? Il est obligé d'inventer la manière dont il pense qu'une cotte de maille se porte et de le jouer avant de commencer à jouer son propre personnage, parce que c'est un problème. Et moi je défends beaucoup cette idée de faites des costumes cohérents et crédibles, arrangez-vous. Ton costume, je ne l'ai pas dit, mais ton costume, et je le savais avant, c'était la limite de ce qu'on peut faire dans ce genre d'exercice. Dans le sens où il y a trop de choses sur ce costume, il y a trop de trucs lourds, il y a trop de trucs compliqués qui sont pas qu'on peut pas improviser, même en ayant tes mensurations. En fait, on peut arriver avec quelque chose où dedans tu pouvais quand même bouger. Je rappelle quand même que tu as fait 12 pompes à la fin. Après 1h30 de tournage, tu as quand même réussi à faire 12 pompes dans l'équipement, c'est pas rien. Et donc tu peux quand même bouger, tu peux quand même faire des choses, tu peux quand même, voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'astuces comme ça qui permettent d'être à la fois sur quelque chose d'assez cohérent et crédible, sans être pour autant dans on va faire du 100% histo ou du 100% comme ça devrait être, parce que il n'y a pas besoin et qu'à un moment il faut comprendre ces besoins aussi entre le cinéma et le matériel. Parce que là aussi vous aviez le stress de la première fois. Eh oui, ça aussi. Le truc c'est que tu sais pas à quelle sensation t'attendre. Donc il y a une part de ton corps qui est toujours en éveil, et je vais mettre 1h30 à vous habiller, et pendant 1h30 votre corps il est en éveil. Et là il se passe un truc, il est là genre... Non en fait c'est bon, et ainsi de suite. Mais du coup c'est un stress qu'il faut gérer, c'est une fatigue qu'il faut gérer. Là, ces sensations-là, la sensation de la découverte, vous n'allez plus la voir. Donc votre corps va se concentrer sur d'autres trucs, notamment sur... Tiens, bah là c'est trop serré finalement, voilà, ou attends, je vais le serrer moi en fait. Et c'est l'appropriation petit à petit du costume qui fait qu'au bout d'un moment, tu fais même plus attention quoi. Non, ouais, bref, en tout cas, merci encore. Et puis, on vous retrouve sur vos réseaux respectifs. J'adore ce que vous faites, vraiment, j'adore ce que vous faites. Et voilà, merci d'avoir fait cette journée avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du projet Nilfgaard. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante, bien entendu. À bientôt.